Bonjour à toutes et tous, Odile Kiner, je travaille pour la direction de l'innovation des services aux entreprises et aux actifs pour Ocapiat. Ocapiat, c'est l'opérateur de compétences né de la fusion du FACEA et d'Occalim, l'opérateur de compétences pour les entreprises du secteur de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie agroalimentaire et des territoires. Ce webinaire fait partie d'un cycle de 11 webinaires et ce premier opus est consacré à la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Il va être animé par 3 intervenantes qui vont se présenter. Je vous laisse profiter de ce webinaire et à très vite. Merci à vous. Bonjour, Myriam Touzeau, conseillère aux actifs à Ocapiat. Bonjour à tous, Anaïs Boroviac, donc je représente l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est un groupement d'intérêt public placé sous la tutelle du ministère du Travail et qui réunit tous les acteurs concernés par la lutte contre l'illettrisme et donc notamment bien sûr les opérateurs de compétences pour pouvoir proposer des solutions aux salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Et bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Claire Marx. Je suis formatrice consultante à l'ALPES. L'ALPES, c'est l'Association lyonnaise de promotion et d'éducation sociale. On est avant tout un organisme de formation aux compétences de base, basé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on exerce aussi des petites missions de conseil sur la question. Donc, ce webinaire a une vocation opérationnelle. Toutefois, il nous a semblé essentiel en introduction de rappeler la mobilisation d'Ocapiat et avant sa création celle d'Opcalim et du FAFCEA depuis plus d'une décennie dans des actions de lutte contre l'illettrisme en collaboration notamment avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, voici les grandes actions qui illustrent cet engagement. En 2007, lancement du dispositif maîtrise des savoirs fondamentaux dans le secteur alimentaire. En 2010, signature d'un accord cadre entre le FAFCEA et la NLCI. En 2014, valorisation des bonnes pratiques des OPCA pour la lutte contre l'illettrisme dans le cadre de travaux conduits avec le FPSPP. En 2019, les conseillers formation du FAFCEA ont été formés pour comprendre, repérer et agir avec les entreprises dans les situations d'illettrisme. Et cette année 2020, une année riche avec un moment fort, la signature de l'accord cadre entre Ocapiat et la NLCI. Alors l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, effectivement, c'est de pouvoir vous donner des informations sur des définitions, des repères, des chiffres clés sur l'accès aux compétences de base pour les salariés les plus fragiles dans vos entreprises. Et puis également de vous donner des outils, des ressources pour pouvoir agir auprès de ces salariés, c'est-à-dire voilà comment on aborde le sujet avec les salariés concernés, quels repères pour proposer des formations adaptées, quels outils voilà en interne que vous pourrez mobiliser dans vos entreprises. Et puis bien évidemment, on ne pouvait pas faire abstraction du contexte actuel, hein, donc on a essayé de croiser effectivement tous les propos qu'on va vous détailler par la suite avec le contexte de crise sanitaire lié au Covid-19 aujourd'hui qui touche toutes les entreprises. Voilà, c'était vraiment important de faire le lien avec le contexte actuel puisque c'est un contexte malheureusement qui révèle et qui met au jour les salariés les plus fragiles, hein, les plus isolés. Donc voilà, on va faire le lien avec tout ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, propos introductifs pour commencer, c'est important quand on parle de compétences de base, d'illettrisme, d'électronisme, de compétences clés, de savoir de quoi on parle. Voilà, c'est des termes qui ne sont pas toujours clairs, qui parfois sont un petit peu confondus aussi. Donc voilà, petit propos introductif pour vous rappeler que les compétences de base, qu'on peut appeler aussi compétences clés, compétences fondamentales, compétences transversales, bon, elles peuvent avoir plusieurs dénominations. Ce qu'il est important de retenir, c'est que ce sont un ensemble de compétences qui sont nécessaires à tout individu pour faire face de manière autonome aux situations de la vie courante, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle au travail. Ce sont des compétences qui sont constamment mobilisées, et ce, quel que soit le poste de travail occupé ou le niveau de qualification. Donc, je vous ai listé quelques exemples de compétences de base mobilisées au travail. Comprendre et pouvoir s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit,
savoir effectuer un calcul simple, se situer dans l'espace et dans le temps. Bien sûr, aujourd'hui, c'est aussi la capacité d'utiliser les outils numériques professionnels, comme envoyer un mail, par exemple, qui pour nous est quelque chose de très évident, mais qui est loin de l'être pour beaucoup de salariés. C'est aussi la capacité à pouvoir travailler en autonomie ou en équipe dans un cadre bien défini. La capacité à pouvoir se situer sur le plan relationnel, en termes d'attitude et de comportement au travail. Et puis, bien entendu, c'est aussi respecter les règles simples, élémentaires d'hygiène et de sécurité au travail. Alors, la NLCI a travaillé avec les OPCA, donc aujourd'hui les opérateurs de compétences, pour répertorier l'ensemble de ces compétences de base dans un référentiel qui s'appelle le référentiel des compétences clés en situation professionnelle, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Ocapiat pourra vous envoyer le lien si vous le souhaitez. Alors, quand on parle de non-maîtrise des compétences de base, on se retrouve face à plusieurs problématiques. Celle qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est la problématique de l'illettrisme, puisque c'est un phénomène qui est aujourd'hui invisible, qui touche beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes. Je vous donnerai quelques chiffres tout de suite après. Déjà, pour être clair sur l'illettrisme, qui caractérise des personnes qui ont été scolarisées en France, donc le français est leur langue maternelle, ces personnes, mais qui, pour diverses raisons, ont mal acquis les compétences de base en lecture, en écriture, en calcul et aujourd'hui en numérique. C'est un phénomène qui est encore trop souvent confondu avec, d'une part, l'analphabétisme, qui là concerne des personnes qui n'ont jamais été scolarisées, et qui est confondu aussi avec des problématiques liées plutôt à l'apprentissage de la langue, qui là va concerner des personnes qui arrivent en France, qui doivent apprendre une langue étrangère, en l'occurrence le français, mais qui pour autant n'ont pas nécessairement de difficultés sur les autres compétences de base. Donc on est sur encore une approche différente, et c'est bien très important d'avoir en tête cette différence, puisque dans l'approche après qu'on va avoir avec les personnes, notamment en termes de formation, on ne va pas procéder de la même manière. L'illettrisme aujourd'hui en France, ça concerne 2 500 000 personnes âgées de 18 à 65 ans, soit à peu près 7% de la population, donc un chiffre relativement conséquent, d'autant plus que plus de la moitié, 51% de ces personnes, occupent un emploi. Et également, la moitié des personnes confrontées à l'illettrisme aujourd'hui a plus de 45 ans, donc c'est un phénomène qui augmente avec l'âge, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne touche pas uniquement les jeunes, mais ça touche aussi des classes d'âge plus élevées. Et ce n'est pas non plus lié à une problématique d'apprentissage de la langue, puisque 71% des personnes en situation d'illettrisme déclarent, lorsqu'on les interroge, qu'elles parlaient uniquement le français à la maison à l'âge de 5 ans. Alors, l'illettrisme touche toutes les branches professionnelles, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. On voit aussi que les branches touchées en particulier sont les branches de l'agroalimentaire, agriculture et pêche, pour lesquelles on s'approche de 10% des effectifs touchés par l'illettrisme et l'électronisme. Donc, Ocapiat est particulièrement concerné. Alors, quand on parle d'illettrisme, aujourd'hui, on fait bien souvent le lien avec le numérique, puisqu'on considère aujourd'hui que le numérique fait partie des compétences de base. Et vous avez certainement dû entendre parler d'électronisme. Alors, pour bien être clair, l'électronisme, ça caractérise la situation d'adultes qui ne maîtrisent pas les outils numériques usuels pour pouvoir accéder aux informations, les traiter et agir en autonomie dans la vie courante. Ce qui me permet d'ailleurs sur donc les slides qui vont suivre d'ancrer finalement nos propos d'aujourd'hui dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Donc, vous donner quelques outils, puisque l'enjeu aujourd'hui, à l'instant T pour vos entreprises, c'est à la fois bien sûr de pouvoir garantir la sécurité des salariés, les bonnes conditions de travail des salariés qui malgré tout peuvent continuer leur activité professionnelle dans les entreprises, et notamment préserver la sécurité de travail des salariés les moins qualifiés, et donc
au titre desquels ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Et puis l'autre volet, c'est aussi de pouvoir garder le lien et continuer d'accompagner les salariés qui ne peuvent pas exercer leur activité professionnelle en raison du contexte actuel, qui ne peuvent pas non plus, par exemple, être en télétravail. Donc voilà, quelle solution on vous propose pour accompagner ces salariés dans cette période. Alors, vous avez dû le voir, le site du ministère de l'Intérieur, le site du ministère du Travail, le site du ministère de la Santé ont publié des supports, des documents en ligne, notamment sur le respect des gestes barrières, sur la sécurité, voilà, pour stopper la diffusion la propagation du virus. Donc, c'est des documents qui ont été adaptés en version simplifiée avec voilà, des systèmes de pictogrammes, de petits dessins où finalement il y a assez peu d'écrits. Donc, il y a des affiches, il y a aussi des petits clips vidéo. C'est des supports que vous pouvez télécharger et qu'on vous encourage voilà, à mettre à disposition de vos salariés pour qu'ils aient bien accès, eux aussi, malgré leurs difficultés avec les compétences de base, à ces informations essentielles. Également, vous avez dû le voir peut-être pour certains d'entre vous, l'attestation de déplacement a été adaptée pour les personnes ayant des difficultés à écrire, à comprendre voilà, les messages écrits, avec une version facile à lire et à comprendre qui est voilà, donc là encore mis en ligne sur le site des ministères que vous pouvez télécharger, voilà, remettre, pourquoi pas, si c'est possible pour vous, directement à vos salariés, qui leur permet en tout cas d'avoir accès eux aussi aux informations. Donc on vous a mis à chaque fois sur le support les liens qui vous renvoient directement au support que vous pouvez télécharger voilà, pour plus de facilité. Encore un autre exemple donc, de support que vous pouvez utiliser pour communiquer auprès des salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Donc là, c'est une affiche qui a été développée par Santé BD pour rappeler à tous les gestes barrières. Donc, vous voyez, il y a très, très peu d'écrits. C'est voilà, des systèmes de dessin, donc c'est visuel, c'est très clair. Et vous avez encore là le lien pour pouvoir télécharger le document. Alors, je vous le disais tout à l'heure, ce contexte particulier qui nous touche tous, ça révèle aussi un besoin en formation pour certains salariés, et notamment donc ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Et c'est une période qui peut être mise à profit pour proposer à ces salariés qui ne peuvent pas continuer leur activité professionnelle de se former sur les compétences de base. Alors, nous avons répertorié, nous en vous mettons sur ce support quelques exemples, des contenus pédagogiques qui sont mis aujourd'hui gratuitement à disposition de tous pour aller se former sur les compétences de base. Donc, vous avez la société Gérib Compétences qui conçoit des contenus pédagogiques, qui est une plateforme d'évaluation et de formation aux compétences de base, qui propose par exemple des modules pour s'entraîner à la certification CLEA, pour se remettre à niveau sur les compétences de base en mathématiques, en français, voilà, qui permettent aussi de favoriser l'employabilité et la mobilité professionnelle des publics éloignés de la qualification. Vous avez aussi la plateforme Dahlia qui propose pendant toute la durée de la crise un accès complet aux modules pour la remise à niveau et le développement des compétences de base, en partenariat d'ailleurs avec la plateforme Asimo. Donc, juste en dessous, vous avez le lien également, donc des contenus qui sont numériques et complètement gratuits. Cette période, elle peut bien sûr être mise à profit aussi pour développer donc les compétences de base, je le disais, mais aussi développer ses compétences numériques. Donc, on vous a listé quelques exemples. Alors, tout d'abord, la plateforme Solidarité numérique qui a été lancée récemment, qui permet voilà, d'accompagner les salariés dans leur démarche du quotidien en ligne. Voilà, s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont des difficultés. Il y a cette plateforme qui est mise à leur disposition avec notamment une ligne téléphonique aussi. Donc, ce sont des informations voilà, que vous pouvez aussi communiquer à vos salariés. Et puis, pour se former sur les compétences numériques, et notamment les compétences numériques de base, plusieurs concepteurs de contenu pédagogique mettent également leur contenu en ligne gratuitement pendant cette période. Donc, on vous en a listé quelques-uns. Alors, le premier, peut-être que certains d'entre vous le connaissent puisqu'il s'agit du portail de la transformation numérique des entreprises. Où vous avez toute une série de supports et vidéos pour apprendre les bases de l'utilisation d'Internet, par exemple. Également la plateforme Pix, aujourd'hui qui est le service public en ligne pour pouvoir évaluer, développer et certifier ses compétences numériques.
donc qui met des modules gratuitement à disposition. Et puis, on vous en propose un troisième qui est développé par We Take Care, qui s'appelle la plateforme Les Bons Clics, qui a plusieurs petits modules de contenu pédagogique pour accompagner les personnes vers l'autonomie numérique. Alors, pour vous donner quelques repères chiffrés sur l'illettrisme et le numérique, d'une manière, de façon plus générale, en France, 13 millions de personnes sont en difficulté avec le numérique. Alors attention, sur ces personnes, sur ces 13 millions, toutes, bien sûr, ne sont pas en situation d'illettrisme. Pour autant, bien souvent, les personnes en situation d'illettrisme ont aussi de grandes difficultés avec le numérique. Hein. C'est un petit peu, si vous voulez, la double peine pour ces personnes, puisque à la fois, elles ne sont pas autonomes sur les compétences de base, je dirais le noyau dur, hein, en lecture, écriture, calcul, mais en plus, dans la société aujourd'hui qui tend vers le tout numérique, elles se retrouvent d'autant plus en difficulté puisqu'elles sont isolées d'un certain nombre d'accès, comment dirais-je, voilà, d'une quantité d'accès à l'information parce qu'elles ne maîtrisent pas, excusez-moi, les outils numériques. Pour ce qui concerne le monde du travail, voilà, vous avez quelques chiffres qui sont assez parlants puisque relativement élevés. 75% des emplois aujourd'hui requièrent la maîtrise des compétences numériques de base. Plus de la moitié, 55% des entreprises considèrent aujourd'hui que la dématérialisation des processus de production sera la principale transformation de leur activité. Et puis sur le profil de ces personnes, on a 60% des Français les moins diplômés, qui bien sûr donc, sont en situation d'électronisme, et 21% des Français, ce qui est un chiffre relativement important, qui ne sont aujourd'hui pas capables de communiquer par Internet. Alors, l'illettrisme et la non-maîtrise des compétences de base, ça représente un coût pour l'illettrisme, pour l'entreprise, excusez-moi. Un coût caché, alors c'est une théorie qui a été expérimentée par monsieur Pascal Moulette, qui est enseignant-chercheur en sciences de gestion à l'Université Lumière Lyon 2, qui a conduit des études, des expérimentations dans plusieurs entreprises de tailles différentes, de tout secteur, et qui souligne effectivement le cercle un peu vicieux de l'illettrisme en entreprise, qui, s'il n'est pas pris en charge, représente un coût financier relativement important pour l'entreprise, puisque ce sont si en tout cas on ne fait rien, ce sont des situations qui perdurent dans l'entreprise avec des salariés qui ont des difficultés à pouvoir prendre en charge de nouvelles tâches à plus forte valeur ajoutée, de pouvoir évoluer. Donc finalement, ce sont des emplois, des salariés qui vont être dans des emplois de bas niveau de qualification et qui vont être enclins finalement à développer peu enclins à développer d'autres compétences qui vont voir leurs compétences de base pouvoir s'amoindrir au fil du temps et donc qui conservent cette situation d'illettrisme dans le temps si en tout cas l'employeur n'agit pas. Alors l'illettrisme au travail, quels sont les impacts? Alors ils sont il y a des impacts sur la performance globale de l'entreprise, hein, qu'on peut distinguer en plusieurs catégories. Bien sûr, il y a des impacts sur la performance individuelle des salariés, liés bien sûr à une mauvaise compréhension des écrits, que ce soit les consignes, que ce soit les règlements, les procédures, des notes de service. Voilà, c'est des choses qui sont mal comprises par ces salariés. Ce sont aussi des salariés qui vont s'aménager des zones de sécurité, hein, dans l'entreprise, avec des refus d'aller en formation, par exemple, des difficultés à se situer dans l'espace, hein, dans le temps, je le disais tout à l'heure, des impacts sur la performance collective de l'entreprise, puisque on va se retrouver face à des salariés qui vont sursolliciter leurs collègues, leur hiérarchie, pour demander des explications supplémentaires, répéter des consignes, des hiérarchies qui vont devoir contrôler l'activité de ces salariés, etc. Donc un impact en termes aussi organisationnels. Des salariés souvent qui manquent de flexibilité, de polyvalence, qui ont des difficultés à pouvoir prendre des initiatives. Des impacts aussi sur la performance économique, liés tout d'abord au surcoût, en raison de régulation d'erreurs, hein, puisque voilà, il faut corriger, il faut refaire, il faut détruire parfois des productions liées aux erreurs des salariés. Souvent, on a aussi comme indicateur des taux d'absentéisme, de turnover,
de recrutement d'intérimaires aussi qui sont plus élevés que la moyenne quand on a des salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base et qui finalement sur la performance économique de l'entreprise vont s'apparenter à des freins au développement de nouveaux projets, de nouvelles formes de travail. Des impacts aussi sur la performance sociale et la qualité de vie au travail, puisque quand on interroge ces salariés, souvent ils déclarent être en souffrance. On parle souvent, et ce sont leurs mots, de stress, de peur, de panique. Ce sont des salariés qui vont rester dans une position parfois un peu attentiste, et qui notent l'envahissement des écrits comme une source de perturbation pour leur activité professionnelle. Des salariés qui vont avoir une forte appréhension face au changement de leur poste et à de l'espace de travail, donc assez réticents finalement à la conduite du changement dans les entreprises. Un sentiment aussi parfois d'infériorité par rapport aux collègues, par rapport à ce qu'on pourrait appeler la norme dans l'entreprise, qui peut parfois créer des climats de tension, un climat social un peu dégradé. Un impact aussi bien sûr sur la marque employeur de l'entreprise, puisque en raison de tous les points que je viens d'évoquer précédemment, on peut se retrouver avec une insatisfaction des clients, que ce soit internes, externes, des usagers, des collaborateurs, puisque ça a un impact sur la qualité du service rendu qui n'est pas optimal si on n'agit pas. Et puis en termes d'image aussi d'une structure qui peut employer des salariés en difficulté, voire vu de l'extérieur des salariés incompétents, alors que non, ces salariés, ils ont des compétences. Ils ont des compétences, notamment des compétences techniques qu'ils ont pu développer au fil du temps, mais ils ne maîtrisent pas les compétences de base. Et donc en termes d'image, bien sûr, ça a des répercussions sur l'entreprise. Alors, il y a des études qui ont été conduites, je vous le disais, notamment par Pascal Moulette. Je vous donne ici un exemple pour que vous puissiez avoir un aperçu des montants que cela représente. Donc là, en l'occurrence, c'est une étude qui a été conduite dans une entreprise du secteur de l'industrie, dans un service de 9 salariés, où donc le consultant a estimé le coût des dysfonctionnements constatés. Donc les dysfonctionnements étaient notamment des abandons en cours de formation. Il y a plusieurs indicateurs qui ont été identifiés suite à des entretiens en interne, des recrutements d'intérimaires, des produits qui n'étaient pas conformes, surcharge de travail, heures supplémentaires, etc. Donc toute une série d'indicateurs qui ont permis de mesurer financièrement le coût de ces dysfonctionnements dans l'entreprise en termes de surtemps, c'est-à-dire le temps supplémentaire qui est jugé inutile ou perdu puisqu'il est passé à réguler les lacunes de salariés en difficulté avec les compétences de base. Des sursalaires aussi, puisque ce temps passé, ça représente une masse salariale supplémentaire pour réguler les lacunes. Vous voyez, les montants sont quand même relativement importants. Si on cumule le tout, on est à plus de 120 000 €, ce qui représente 4,4% de la masse salariale annuelle pour cette entreprise, qui comptait 52 salariés et 18 ETP. Donc voilà, c'est des montants qui sont quand même conséquents et qui sont bien plus importants que le coût de la formation pour pouvoir former des salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Donc, il y a aussi un retour sur investissement bien sûr attendu quand on forme les salariés, mais voilà. Ce qui me permet de passer la parole à Claire Marx d'Alpes, qui va pouvoir vous expliquer un petit peu comment se déroulent les formations pour la maîtrise des compétences de base dans les entreprises. Alors oui, la première chose en tant qu'entreprise, donc Anaïs l'a bien expliqué, c'est qu'il y a un coût important. Donc l'entreprise, elle peut considérer en fait au-delà on va dire de l'humanisme et de dire que c'est important que chaque salarié puisse maîtriser les compétences de base, il y a aussi un intérêt en fait financier et en termes d'efficacité pour les entreprises à organiser des formations. Donc avant de pouvoir organiser des formations pour une entreprise, que ce soit du point de vue d'un chef d'entreprise, d'une responsable RH, d'un encadrant de proximité, il faut d'abord être en mesure de repérer les personnes qui sont concernées par ces difficultés au sein de l'entreprise. Repérer pourquoi? Parce que les personnes en situation d'illettrisme, elles souffrent souvent de beaucoup de honte, puisque, donc Anaïs l'a bien expliqué tout à l'heure, elles ont été scolarisées, donc elles ont le sentiment qu'elles devraient maîtriser ces savoirs qu'elles ne maîtrisent pas. Donc elles sont dans des stratégies souvent de se cacher et de masquer les difficultés. C'est ce qui fait qu'avant qu'intervienne un changement dans une entreprise ou une nouvelle consigne, une nouvelle procédure, c'est très souvent qu'on peut ne pas du tout les déceler, parce que c'est souvent des personnes qui vont donner le change par ailleurs.
Alors, repérer comment, donc ça, c'est pas forcément évident, mais il y a bien une grille qui permet de déceler des indices qui sont révélateurs de situations d'illettrisme au travail. Ce qui est important, c'est de manier cette grille avec précaution, bien sûr, puisque un indice seul n'est pas forcément signe d'une situation d'illettrisme. Hein, il ne faut pas se faire enquêteur plus. Par contre, c'est bien le cumul d'indices dans des situations variées et répétées qui peuvent me permettre, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'encadrant, d'émettre l'hypothèse d'une situation d'illettrisme. Alors, un indice qui est très fort, c'est que certains salariés peuvent être réticents au changement. Pourquoi ? Parce que justement, les personnes en situation d'illettrisme, elles fonctionnent par habitude, puisqu'elles elles peuvent compter des fois sur quelqu'un pour les aider. Elles ont mis en place une série de stratégies de contournement qui leur permettent d'accomplir leurs tâches de travail. Et donc, dès lors que l'organisation de l'équipe ou l'organisation du travail est modifiée, pour elles, c'est très déstabilisant. On peut constater en tant qu'encadrant, par exemple, qu'on a du mal à laisser ces équipes fonctionner en autonomie. Bien sûr, puisque avec des personnes en situation d'illettrisme, on devra, c'est ce qu'expliquait Anaïs tout à l'heure, faire beaucoup plus de médiation, notamment des consignes écrites, réexpliquer des procédures constamment, se déplacer parfois sur les lieux, alors qu'avec des équipes plus autonomes, on n'aurait pas besoin. On se rend compte aussi que les salariés en situation d'illettrisme n'ont pas le niveau pour entrer en formation technique. Donc ça, c'est un indice souvent très révélateur, c'est quand des personnes bénéficient de formations techniques obligatoires et qu'elles échouent, alors que par ailleurs, la tâche technique, elles la connaissent bien. Et donc souvent, c'est l'écrit qui va bloquer, c'est l'utilisation du numérique, de raisonnement mathématique. Enfin, donc, je parlais de masquer tout à l'heure, donc effectivement, les personnes en situation d'illettrisme ne vont pas dire qu'elles n'ont pas compris certaines consignes, mais moi, je peux constater en tant qu'encadrant, en tant que chef d'entreprise, qu'elles ne sont pas respectées. Les clients peuvent se plaindre de la qualité des prestations effectuées, ou je peux constater une consommation disproportionnée de produits, de matériel, donc ça, c'est lié à un problème de raisonnement mathématique. Et enfin, ça, c'est quand même un indice important, j'ai une part importante de salariés peu ou pas qualifiés dans mes équipes. Effectivement, les situations d'illettrisme, par définition, touchent plus des salariés qui ne sont pas qualifiés. Alors, comment agir une fois qu'on a repéré peut-être une ou plusieurs personnes qui nous semblent être concernées par ces situations? Évidemment, il faut pouvoir en parler avec les personnes concernées avant de pouvoir leur proposer des solutions. En parler, déjà, c'est important de se dire que c'est toujours pour proposer des solutions, parce que pouvoir mettre la personne face à cette situation sans derrière avoir une solution positive, c'est parfois très déstabilisant, très choquant pour la personne. Alors pour quelqu'un, un encadrant, un RH qui souhaite en discuter avec une personne concernée, c'est déjà une première précaution qu'on peut mettre, c'est quand elle lui en parle, de ne pas rejeter la faute entre guillemets sur lui. Donc c'est déjà bien sûr de l'aborder avec une bienveillance, dans un climat de confiance, et c'est plutôt d'évoquer avec cette personne les difficultés concrètes qu'elle va rencontrer en situation de travail en lien avec sa maîtrise insuffisante des compétences clés. Autrement dit, c'est pas dire à la personne tu as un problème ou vous avez un problème, mais c'est j'ai constaté que pour telle procédure, c'est pas évident pour vous de la respecter ou de l'appliquer, est-ce que vous voulez qu'on en discute ? Ça permet souvent un grand soulagement pour la personne qui est concernée, puisqu'il faut savoir que les personnes en situation d'illettrisme, en fait, elles usent de stratégies de contournement constamment, au prix d'efforts très, très importants. Et du coup, parfois, d'avoir une oreille bienveillante avec qui on va pouvoir échanger, on va pouvoir se soulager et dire, effectivement, j'en avais marre de devoir toujours ramener peut-être cet écrit à faire à la maison, et on me propose là une solution. L'autre chose, c'est de bien sûr bien rassurer, mettre en confiance et de choisir pour en discuter avec les personnes concernées un moment propice. Évidemment, ce n'est pas très intéressant d'aborder cette question qui est quand même un peu douloureuse et un peu fondamentale, on va dire, à la machine à café quand il y a du monde derrière. Il faut pouvoir choisir un endroit qui soit confidentiel, vraiment un moment où on peut échanger et où on partage vraiment, on a le temps, en fait, on a le temps de discuter. L'entretien professionnel, c'est un moment très propice puisque c'est justement le moment où on va discuter avec le salarié de ses possibilités d'évolution, de comment il se sent sur son poste, de quelles sont ses aspirations. Donc là, c'est intéressant de prendre un prétexte, comme je le disais, un prétexte très concret et très relié à la situation de travail, et en disant, voilà, on a mis récemment en place une nouvelle procédure,
maintenant il faut faire telle et telle chose sur tablette ou sur ordinateur. J'ai constaté que pour toi, pour vous, c'était pas évident. Est-ce que vous voulez qu'on en discute? Et puis enfin, avant d'en parler directement avec la personne concernée, c'est très important que l'encadrant, la personne qui s'occupe des ressources humaines, peu importe la personne qui en discute, c'est très important qu'elle ait en tête quelles solutions existent. Parce que parfois, ça peut créer de l'espoir en fait chez la personne qu'on a en face de nous. Et si on n'a pas de solution concrète à lui proposer, ça peut être un petit peu déroutant. Donc, c'est important qu'elle se soit informée auparavant de l'existence de formations, d'organismes qui proposent donc des formations pour adultes adaptées, et que de pouvoir donner quelques éléments dans le cadre de cet entretien professionnel, par exemple, sur le parcours qui pourrait être adapté, sans s'improviser organisme de formation, mais en pouvant dire, ben voilà, tu vois, ce sont des parcours vraiment adaptés pour toi, adaptés à chacun. La formatrice, le formateur pourra s'adapter aux difficultés que tu rencontres. Alors nous, pour ce qui est de l'ALPES, donc on est un organisme de formation, comme je disais au début, spécialisé donc dans la formation aux compétences de base. Et donc on forme seulement des publics de premier niveau de qualification. On a eu donc plusieurs expériences dans le secteur, les métiers qui sont couverts par Ocapiat, donc que ce soit dans la coopération agricole, dans l'agriculture, les industries agroalimentaires. Ce qu'on a pu constater, nous, dans notre travail, en tout cas, c'est la démarche qu'on adopte à chaque fois qu'on est en entreprise. C'est vraiment important que le projet de formation il soit ancré dans les projets des entreprises. Je m'explique, souvent, les entreprises vont rencontrer des changements donc, dans leur manière de travailler. Et c'est souvent une très bonne opportunité et pour repérer des personnes en difficulté et pour les former pour que justement, elles puissent être en capacité de répondre à ce changement. Je peux prendre l'exemple d'une entreprise avec qui on a travaillé récemment, donc qui fabrique des salades en fait. C'est de la découpe de salades et de l'ensachage de salades. Et donc c'est une entreprise qui avait un projet d'entreprise libérée, c'est-à-dire d'associer beaucoup plus les ouvriers, les employés même de base, en fait, aux décisions, au fait de pouvoir rapporter plus facilement des dysfonctionnements, de participer à des groupes de travail. Et cette entreprise a constaté que très peu de personnes se portaient volontaires pour ces activités. Et en fait, en creusant un peu, et avec notre appui, ils se sont rendus compte que c'était plutôt lié à des problèmes justement de savoir de base, donc des personnes qui avaient du mal à s'exprimer en public, qui avaient du mal à peut-être prendre des notes, rédiger un compte-rendu. C'est des choses qui sont très utiles quand on participe à des groupes de travail, qui avaient du mal aussi à bien comprendre les données chiffrées qui étaient expliquées régulièrement lors de réunions dans l'entreprise. Et donc, ils se sont dit, bah, c'est peut-être un bon moyen de permettre de mettre en œuvre notre projet. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi une vision positive de la formation au savoir de base, qui n'est pas seulement là pour combler des lacunes, mais qui est aussi là pour permettre en fait une évolution globale et positive de l'entreprise. Ce qui est très important aussi dans les parcours de formation, c'est vraiment de penser des parcours qui soient, comme on dit, sur mesure. Donc sur mesure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisme de formation, en tout cas nous c'est comme ça qu'on procède, qu'on essaye de procéder, il doit vraiment, avant de mettre en place la formation, avoir une analyse fine des situations. Donc je le disais, c'est analyser les évolutions en cours, les projets peut-être de l'entreprise à qui on a affaire. C'est aussi comprendre les enjeux du secteur. Hein, c'est pas du tout pareil dans les secteurs couverts par Ocapiat, mais c'est pas du tout pareil si on forme des agents d'espace vert que des personnes qui travaillent en industrie. Hein, c'est pas du tout les mêmes contraintes, c'est pas du tout les mêmes compétences clés qui sont mobilisées au poste. Donc ça, c'est une analyse très générale qu'il faut pouvoir avoir. Et puis une fois qu'on a vraiment les personnes en face de nous, donc nous on procède souvent par entretien préalable en fait, hein, avant de mettre en place la formation, il faut bien aussi analyser la problématique de chacun. Puisque sans rentrer dans le détail, quand on parle d'illettrisme, on parle bien de problématique, on ne parle pas de niveau. Et effectivement, il y a des personnes qui pourraient être très à l'aise dans un domaine et beaucoup moins dans un autre. Et puis par ailleurs, elles ne vont pas rencontrer les mêmes difficultés puisqu'elles n'ont pas besoin de maîtriser les mêmes compétences clés à leur poste de travail. Donc cette analyse est très importante pour que quand on propose des contenus de formation, ils soient adaptés et ils permettent vraiment aux personnes de résoudre des difficultés très concrètes qu'elles rencontrent. Pour finir, donc, je dirais juste quelques mots sur la certification CLEA. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, c'est une certification qui permet effectivement de valoriser les compétences des salariés, pouvoir reconnaître leurs progrès, certifier leurs acquis. Attention, la certification CLEA, c'est une certification qui est assez ambitieuse. Donc, il y a des personnes en situation d'illettrisme qui ne pourront pas valider l'entièreté
de cette certification, mais toutefois, valider certains domaines, ça peut créer une appétence pour la formation et valoriser des choses qu'ils ont acquis, que ce soit par la formation d'ailleurs, ou par leur expérience personnelle et professionnelle. Le certificat CLEA donc, balaye vraiment tous les domaines des compétences clés, y compris donc, le numérique. C'est cet intérêt qu'il peut présenter pour des personnes qui sont dans ce type de parcours de formation. Juste pour compléter effectivement ce que vient de dire Claire, qui est très intéressant sur la certification CLEA, c'est que souvent les personnes en situation d'illettrisme qu'on accompagne vers l'obtention de cette certification, pour elles, c'est leur premier diplôme. Donc, c'est un levier motivationnel aussi très fort. Et effectivement, si les personnes ne valident pas l'entièreté des domaines à l'issue de la première évaluation, elles ont 5 ans pour pouvoir valider tous les domaines et obtenir ce tout premier certificat professionnel. Donc, on considère que c'est quand même un levier très, très intéressant en termes de réponse formation pour ces personnes. C'était juste une petite précision. De manière synthétique, je vais vous présenter l'offre de services aux actifs qui est en phase de lancement. Donc, dans le cadre de sa mission régalienne, CAP-RH, Ocapiat proposera aux entreprises des actions d'information, de sensibilisation, comme des interventions en présentiel, des webinaires. Et dans le cadre d'une offre partenariale, Boost RH, il sera possible d'accompagner les entreprises de manière plus personnalisée en organisant des ateliers thématiques, donc par exemple sur l'illettrisme, sur la gestion du compte personnel formation, sur l'employabilité, sur les entretiens professionnels, etc. Et bien sûr, d'autres thèmes selon les besoins et les demandes des entreprises. Alors, pour terminer ce webinaire, on vous propose quelques ressources qui vous permettront d'agir en plus, bien sûr, et en complément de la présentation qui vous a été faite aujourd'hui, notamment de la présentation très concrète, très terrain de Claire Marx d'Alpes Formation. On a des ressources qu'on met à vos dispositions, notamment donc une plateforme de ressources en ligne avec un parcours d'1h30 sous la forme de 3 modules de 30 minutes qui s'adressent particulièrement aux acteurs de l'entreprise, donc aux DRH, aux responsables formation, mais aussi aux encadrants, aux chefs d'équipe et puis même plus globalement aux élus représentants du personnel ou au conseil social et économique de l'entreprise, avec trois séquences de 30 minutes voilà, sur être au clair sur les notions, savoir repérer les salariés, savoir en parler. Ça vous a déjà été expliqué tout à l'heure, mais sur la posture, la bienveillance, le lien avec les situations de travail. Et puis sur les solutions après qu'on propose aux salariés de connaître l'offre de formation de son territoire, pouvoir travailler aussi en partenariat avec son opérateur de compétences sur ces projets-là. Donc c'est des parcours que vous retrouvez sur anlci-elearning.com qui sont entièrement gratuits. Vous avez aussi des guides pratiques qu'on met à votre disposition. On vous enverra le lien sur illettrisme-solution au pluriel.fr selon les thématiques voilà, qui prennent appui sur des bonnes pratiques réussies qui ont été déployées dans les territoires et qui ont été formalisées dans des modes d'emploi pour agir qui sont aujourd'hui mis à disposition de tous. Qu'il s'agisse par exemple, donc on en parlait tout à l'heure, de l'accès à la certification CLEA pour les salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base, ou si vous souhaitez travailler plus particulièrement sur les compétences numériques de base des salariés en difficulté, en situation d'illettrisme. Comment on propose des parcours, on en a parlé aussi, sur mesure pour les salariés en difficulté avec les compétences de base. Et puis bien sûr aussi la thématique sur comment dans mon entreprise je peux impliquer l'ensemble de mes équipes dans une démarche de formation aux compétences de base. Il y en a d'autres, on ne vous les a pas toutes listées ici, mais vous retrouvez tous ces guides pratiques sur la plateforme ANLCI. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Vous pouvez bien sûr retrouver Ocapiat et ses équipes pour vous accompagner sur les projets de formation et d'accompagnement des actifs et futurs actifs sur ces problématiques d'illettrisme, électronisme et de compétences de base. Donc sur notre site, vous avez toutes nos coordonnées. Nous serons ravis, bien entendu, de vous accompagner. D'autres webinaires vont suivre dans le cadre de cycles des webinaires pour les actifs. Donc n'hésitez pas à suivre notre programmation. Vous retrouverez ces informations sur notre site également.
Et ben, du coup, merci beaucoup à tous pour votre participation aujourd'hui. Merci à Ocapiat de nous avoir conviés pour ce temps ensemble. Et donc, effectivement, sur notre site internet, vous retrouverez effectivement donc, tous les contacts de l'équipe nationale, les correspondants dans chaque région et les centres ressources illettrisme qui sont au plus près de vos entreprises. Et puis, donc, les ressources et guides pratiques sur illettrisme-solution.fr. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci, à très Merci. bientôt. Au revoir.